300 000 km par seconde. C'est la vitesse maximale autorisée par l'univers. C'est ce qu'on vous a appris à l'école. C'est ce que répètent les manuels de physique depuis plus d'un siècle. Et c'est absolument faux. En ce moment même, pendant que tu écoutes Koinos Emo, des régions entières du cosmos s'éloignent de toi à des vitesses qui dépassent largement celles de la lumière. Des galaxies, des amas entiers d'étoiles, des mondes potentiellement habités disparaissent de notre horizon observable pour toujours, emportés par quelque chose que même Einstein n'avait pas prévu. Et ce n'est pas une théorie marginale, ce n'est pas une spéculation de physicien en mal de sensation, c'est la réalité mesurée, confirmée, acceptée par la communauté scientifique internationale. L'univers triche avec ses propres règles. Mais ce n'est que le premier mystère que nous allons explorer cette nuit. Le deuxième concerne un phénomène qui a hanté les plus grands esprits de la physique moderne. Deux particules, séparées par des distances astronomiques, qui semblent communiquer instantanément. Pas à la vitesse de la lumière. Instantanément. Comme si l'espace entre elles n'existait pas. Comme si le temps lui-même était une illusion. Einstein appelait ça une action fantomatique à distance. Et il refusait d'y croire. Il avait tort. Le troisième mystère est peut-être le plus troublant de tous. Il existe des particules théoriques, jamais observées mais mathématiquement cohérentes, qui ne peuvent exister qu'en voyageant plus vite que la lumière. Des entités pour lesquelles ralentir jusqu'à atteindre la vitesse lumière serait aussi impossible que pour nous de l'atteindre en accélérant. Un miroir inversé de notre réalité physique. Ce soir, tu vas découvrir que la limite cosmique que tu croyais absolue n'est qu'une façade. Derrière elle se cache un univers bien plus étrange, bien plus vaste et infiniment plus mystérieux que tout ce qu'on t'a jamais raconté. Tu vas découvrir quelque chose qui pourrait bien te tenir éveillé longtemps après la fin de ce documentaire. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, si tu veux comprendre ce que la science officielle préfère, parfois ne pas trop expliquer au grand public, alors abonne-toi. Le voyage commence maintenant. Commençons parce que tout le monde croit savoir. La vitesse de la lumière dans le vide, représentée par la lettre C, est d'exactement 299 792 km par seconde. Cette valeur n'est pas une approximation. Elle est définie avec une précision absolue depuis 1983, quand la communauté scientifique internationale a décidé de fixer cette constante comme référence fondamentale pour définir le mètre lui-même. Cette vitesse est présentée comme la limite ultime. Rien ne peut aller plus vite. C'est le mur cosmique, la barrière infranchissable que l'univers a érigée devant toute matière, toute énergie, toute information. Et cette idée repose sur les travaux d'un homme dont le nom est devenu synonyme de génie absolu. En 1905, Albert Einstein publie sa théorie de la relativité restreinte. Dans ce document révolutionnaire, il démontre que la masse d'un objet augmente à mesure qu'il accélère. Plus tu vas vite, plus tu deviens lourd. Et à mesure que tu t'approches de la vitesse de la lumière, ta masse tend vers l'infini. Pour atteindre exactement cette vitesse, il faudrait une quantité d'énergie infinie. Comme cette énergie n'existe pas dans l'univers, personne ni rien ne peut jamais atteindre cette limite. C'est élégant, c'est logique, c'est mathématiquement impeccable. Et pendant plus d'un siècle, cette explication a satisfait pratiquement tout le monde. Les manuels scolaires l'ont adopté, les documentaires l'ont répété, les professeurs l'ont enseigné avec une certitude absolue. La vitesse de la lumière est la limite ultime de l'univers. Point final. Mais voilà le problème. Cette affirmation, telle qu'elle est présentée au grand public, est une simplification excessive. Une demi-vérité qui cache une réalité bien plus complexe et fascinante. Car ce qu'Einstein a réellement démontré, ce n'est pas que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Ce qu'il a démontré, c'est que rien ne peut accélérer pour atteindre ou dépasser la vitesse de la lumière en se déplaçant à travers l'espace. La nuance est subtile, mais elle change tout. Imagine que tu es sur une autoroute. La limite de vitesse est de 130 km à l'heure. Aucune voiture ne peut légalement dépasser cette vitesse. Mais maintenant, imagine que l'autoroute elle-même s'étire. Le sol sous tes roues s'allonge, créant de plus en plus de distance entre toi et ta destination. Même si tu respectes parfaitement la limite de vitesse,
même si ton compteur affiche exactement 130, la distance entre toi et ton objectif peut augmenter plus vite que tu ne peux la parcourir. Non pas parce que tu vas plus vite, mais parce que l'espace lui-même grandit. C'est exactement ce qui se passe dans notre univers. Et c'est ici que commence la véritable haute histoire. En 1929, l'astronome américain Edwin Hubble fait une découverte qui va bouleverser notre compréhension du cosmos. En observant des galaxies lointaines, il remarque que leur lumière est décalée vers le rouge. Ce phénomène, connu sous le nom de redshift, indique que ces galaxies s'éloignent de nous. Mais le plus surprenant, c'est que plus une galaxie est lointaine, plus elle semble s'éloigner rapidement. Hubble venait de découvrir que l'univers est en expansion. Non pas que les galaxies se déplacent à travers l'espace comme des fusées propulsées par un moteur, mais que l'espace lui-même, le tissu même de la réalité, s'étire comme la surface d'un ballon qu'on gonfle. Cette découverte a des implications vertigineuses, car si l'espace s'étire, alors la distance entre deux points peut augmenter sans qu'aucun des deux ne se déplace réellement. Et si cette expansion est suffisamment rapide, cette distance peut croître plus vite que la lumière ne peut la parcourir. Et c'est exactement ce qui se produit. Les mesures les plus récentes, obtenues grâce au satellite Planck et à d'autres observatoires de pointe, nous donnent une valeur précise pour cette expansion. Elle est d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. Un mégaparsec équivaut à environ 3,26 millions d'années-lumière. Cela signifie que pour chaque mégaparsec de distance qui nous sépare d'un objet, cet objet semble s'éloigner de nous à 67 km par seconde supplémentaires. Ces chiffres peuvent sembler modestes. 67 km par seconde, ce n'est rien comparé aux 300 000 km par seconde de la lumière. Mais l'univers est immense. Et quand tu additionnes ces petites vitesses sur des distances de milliards d'années-lumière, les chiffres deviennent astronomiques, littéralement. Prenons un exemple concret. La galaxie GN-Z11, découverte en 2016 grâce au télescope spatial Hubble, est l'un des objets les plus lointains jamais observés. Sa lumière a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années pour nous atteindre. Mais à cause de l'expansion de l'univers, cette galaxie n'est plus à 13 milliards d'années-lumière de nous. Elle est aujourd'hui à environ 32 milliards d'années-lumière. Et elle continue de s'éloigner. La vitesse à laquelle GN-Z11 s'éloigne de nous dépasse très largement la vitesse de la lumière. Pas parce qu'elle se déplace à travers l'espace plus vite que la lumière, mais parce que l'espace entre nous et elle s'étire à un rythme qui dépasse ce que la lumière peut compenser. Et voici la partie vraiment troublante. La lumière émise par cette galaxie aujourd'hui ne nous atteindra jamais. Jamais. Elle voyage vers nous à la vitesse maximale autorisée par la physique, mais l'espace entre nous grandit plus vite qu'elle ne peut le traverser. C'est comme nager à contre-courant dans une rivière qui accélère constamment. Tu peux nager aussi vite que tu veux. Tu ne feras jamais de progrès. Tu reculeras même. Cela signifie qu'il existe une frontière invisible autour de nous, une sphère au-delà de laquelle rien ne peut plus nous atteindre. On l'appelle l'horizon cosmologique. Et tout ce qui se trouve au-delà de cette limite est perdu pour nous à jamais. Ces régions de l'univers existent. Elles sont réelles. Elles contiennent peut-être des civilisations, des planètes, des merveilles cosmiques que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais nous ne les verrons jamais. Nous ne recevrons jamais le moindre signal de leur part. Pour nous, c'est comme si elles n'existaient pas. Et le plus troublant, c'est que cet horizon ne cesse de rétrécir, car l'expansion de l'univers accélère. Chaque jour, chaque seconde, de nouvelles régions du cosmos franchissent cette limite invisible et disparaissent de notre horizon observable pour l'éternité. Des galaxies entières nous quittent en silence, emportées par l'expansion implacable de l'espace-temps. Alors, quand on dit que rien ne peut aller plus vite que la lumière, on omet une vérité fondamentale. L'espace lui-même ne respecte pas cette limite. L'espace peut s'étirer, se contracter, se déformer à n'importe quelle vitesse. Et il le fait constamment sous nos yeux, à une échelle que nous ne pouvons même pas percevoir dans notre vie quotidienne. Mais tu pourrais te demander si cela compte vraiment. Après tout, ce n'est pas comme si quelque chose de matériel voyageait plus vite que la lumière. Les galaxies ne bougent pas à travers l'espace plus vite que c'est l'espace lui-même qui s'étire.
Est-ce que ça compte vraiment comme dépasser la vitesse de la lumière? La réponse dépend de comment tu définis le mouvement. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car la physique moderne nous oblige à repenser des concepts que nous croyons comprendre intuitivement. Le mouvement, la distance, le temps. Tout cela devient étrangement relatif quand on pousse les équations d'Einstein jusqu'à leurs limites. Prenons un autre exemple. Imagine un faisceau laser pointé vers le ciel nocturne. Tu fais tourner ce laser très rapidement, balayant le ciel comme un phare géant. Maintenant, imagine que ce faisceau frappe un écran situé à des années-lumière de distance. Le point lumineux sur cet écran se déplacerait d'un bord à l'autre à une vitesse qui dépasserait largement celle de la lumière. Est-ce que cela viole la relativité? Non, car ce point lumineux n'est pas un objet physique. C'est une séquence de photons différents qui frappent différentes parties de l'écran. Aucun photon individuel ne voyage plus vite que la lumière. C'est comme quand tu fais claquer un fouet et que l'extrémité dépasse la vitesse du son. L'onde se propage le long du fouet, mais aucune partie matérielle du fouet ne dépasse cette limite. Ces exemples montrent que la notion même de vitesse est plus complexe qu'il n'y paraît. Il existe des vitesses de phase, des vitesses de groupe, des vitesses de signal. Chacune a ses propres règles, ses propres limites, et seule la vitesse à laquelle l'information peut être transmise est véritablement limitée par la vitesse de la lumière. C'est cette nuance qui rend la physique moderne si fascinante et si contre-intuitive. Les règles ne sont pas aussi simples que les manuels scolaires le suggèrent. L'univers est rempli de phénomènes qui semblent violer les lois fondamentales, mais qui en réalité exploitent des subtilités que nous ne comprenons pas toujours pleinement. Mais la réalité est encore bien plus obscure que tout ce que nous venons d'évoquer. Car l'expansion de l'univers n'est pas le seul phénomène qui défie notre compréhension de la vitesse maximale. Il existe d'autres mystères, d'autres anomalies, d'autres portes ouvertes vers l'impossible. Dans les années 1960, des physiciens ont commencé à explorer une idée radicale. Et si certaines particules n'avaient jamais eu besoin d'accélérer pour atteindre la vitesse de la lumière? Et si elles étaient nées de l'autre côté de cette barrière, condamnées à voyager plus vite que la lumière depuis le premier instant de leur existence? Ces particules hypothétiques ont reçu un nom. On les appelle tachyons, du mot grec tachys, qui signifie rapide. Et bien qu'elles n'aient jamais été observées directement, leur existence est mathématiquement possible dans le cadre de la relativité d'Einstein. Mais les tachyons ne sont que le début, car au niveau quantique, les règles changent encore une fois. Des expériences menées dans les laboratoires les plus avancés du monde ont révélé des phénomènes qui semblent défier toute logique. Des corrélations instantanées entre particules séparées par des distances arbitraires. Des influences qui semblent se propager sans délai, sans signal, sans rien qui traverse l'espace entre les deux points. Einstein lui-même était perturbé par ces résultats. Il les considérait comme la preuve que la mécanique quantique était incomplète, qu'il devait y avoir des variables cachées, des mécanismes que nous n'avions pas encore découverts. Mais les décennies suivantes ont prouvé qu'il avait tort. Ces corrélations sont réelles. Elles ont été mesurées, confirmées, reproduites dans d'innombrables expériences à travers le monde. Et pourtant, personne ne comprend vraiment comment elles fonctionnent. Nous savons qu'elles existent. Nous savons les mesurer. Mais leur nature profonde reste un mystère complet. Ce soir, nous allons plonger dans ces mystères. Nous allons explorer les frontières de ce que la science peut expliquer et découvrir ce qui se cache au-delà. La vitesse de la lumière n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que le début d'un voyage bien plus étrange que tout ce que tu pouvais imaginer. Pour comprendre ce qui voyage réellement plus vite que la lumière, nous devons d'abord saisir ce qu'est véritablement l'espace. Non pas l'idée intuitive que nous en avons, ce vide entre les objets, cette absence de matière dans laquelle flottent les étoiles et les planètes, mais sa nature profonde, telle que la physique moderne la décrit. Avant Einstein, l'espace était considéré comme une scène vide et immuable sur laquelle se jouait le spectacle de l'univers. Les objets se déplaçaient à travers cet espace, le temps s'écoulait de manière uniforme pour tous les observateurs, et les deux concepts étaient complètement séparés. L'espace était l'espace, le temps était le temps. Deux entités distinctes qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre.
Mais en 1915, Einstein publie sa théorie de la relativité générale et tout change. L'espace et le temps ne sont plus des entités séparées. Ils forment un continuum unique, indivisible, que les physiciens appellent l'espace-temps. Et ce continuum n'est pas une scène passive. C'est un acteur dynamique du drame cosmique. Il peut se courber, s'étirer, se tordre, onduler. La matière lui dit comment se déformer et lui dit à la matière comment se déplacer. Cette idée est difficile à visualiser car nous vivons à l'intérieur de l'espace-temps. Nous ne pouvons pas prendre du recul et l'observer de l'extérieur. C'est comme demander à un poisson de décrire l'eau. Il y nage depuis sa naissance, il ne connaît rien d'autre. Il ne peut même pas concevoir ce que serait son absence. Mais les mathématiques nous permettent de décrire ce que nos sens ne peuvent pas percevoir. Et ces mathématiques nous racontent une histoire extraordinaire. L'espace-temps est décrit par ce que les physiciens appellent une métrique. C'est une sorte de règle qui définit comment mesurer les distances et les durées dans l'univers. Dans un espace-temps plat et statique, cette métrique serait simple. La distance entre deux points serait constante. Le temps s'écoulerait de la même manière partout. Mais notre univers n'est ni plat ni statique. Sa métrique change avec le temps. Et c'est cette évolution de la métrique qui crée l'expansion que nous observons. Imagine une grille dessinée sur une feuille de caoutchouc. Chaque intersection de cette grille représente un point fixe dans l'espace. Maintenant, étire cette feuille de caoutchouc dans toutes les directions. Les intersections s'éloignent les unes des autres, non pas parce qu'elles se déplacent sur la feuille, mais parce que la feuille elle-même grandit. La distance entre les points augmente, mais les points eux-mêmes restent immobiles par rapport à leur voisinage local. C'est exactement ce qui se passe dans l'univers. Les galaxies ne filent pas à travers l'espace comme des voitures sur une autoroute. Elles restent essentiellement immobiles par rapport au tissu de l'espace-temps local. Mais ce tissu lui-même s'étire, créant de plus en plus de distance entre les galaxies. Cette distinction est cruciale pour comprendre pourquoi la relativité n'est pas violée. La limite de la vitesse de la lumière s'applique au mouvement à travers l'espace, pas à l'expansion de l'espace lui-même. C'est une nuance subtile, mais fondamentale. Les physiciens distinguent deux types de vitesse quand ils parlent du mouvement des galaxies. La première est la vitesse particulière. C'est la vitesse à laquelle un objet se déplace réellement à travers l'espace local, comme une fusée propulsée par un moteur. Cette vitesse est bel et bien limitée par la vitesse de la lumière. Aucune galaxie, aucune étoile, aucun vaisseau spatial ne peut avoir une vitesse particulière supérieure à 300 000 km par seconde. La seconde est la vitesse de récession. C'est la vitesse à laquelle la distance entre deux objets augmente à cause de l'expansion de l'espace. Cette vitesse n'a aucune limite théorique. Elle peut être 10 fois, 100 fois, 1000 fois supérieure à la vitesse de la lumière. Et pour les objets suffisamment lointains, elle l'est effectivement. Pour rendre ces concepts plus concrets, prenons quelques exemples. La galaxie d'Andromède, notre voisine la plus proche parmi les grandes galaxies, est à environ 2,5 millions d'années-lumière de nous. À cette distance, la vitesse de récession due à l'expansion serait d'environ 170 km par seconde. Mais Andromède a aussi une vitesse particulière importante, environ 300 km par seconde, et elle se dirige vers nous. Cette vitesse particulière dépasse la vitesse de récession. Donc Andromède se rapproche de la Voie lactée. Dans environ 4 à 5 milliards d'années, les deux galaxies fusionneront. Maintenant, considérons une galaxie beaucoup plus lointaine, l'amas de galaxies. Abel, 2744, situé à environ 5 milliards d'années-lumière, s'éloigne de nous à une vitesse de récession d'environ 100 000 km par seconde. C'est un tiers de la vitesse de la lumière. Impressionnant, mais encore en dessous de la limite. Allons plus loin. Le quasar 3C 273, l'un des objets les plus lumineux de l'univers observable, se trouve à environ 2,4 milliards d'années-lumière. Sa lumière montre un redshift de 0,158, ce qui correspond à une vitesse de récession d'environ 47 000 km par seconde, encore en dessous de la limite. Mais continuons notre voyage vers les confins de l'univers observable. À environ 13,8 milliards d'années-lumière, nous atteignons les limites de ce que nos télescopes peuvent détecter. Le fond diffus cosmologique, cette lueur résiduelle du Big Bang,
provient de régions qui s'éloignent maintenant de nous à plus de 3 fois la vitesse de la lumière. Ces régions, qui étaient relativement proches de nous il y a 13,8 milliards d'années, sont maintenant à plus de 46 milliards d'années-lumière. Et au-delà de notre horizon observable, dans les régions que nous ne pouvons plus voir car leur lumière ne nous atteindra jamais, les vitesses de récession sont encore plus extrêmes. Des simulations cosmologiques suggèrent que l'univers total pourrait être des centaines, des milliers, peut-être même une infinité de fois, plus grand que la partie observable. Dans ces régions lointaines, l'espace s'étire à des vitesses qui défient l'imagination. Mais d'où vient cette expansion ? Qu'est-ce qui pousse l'univers à grandir sans cesse ? Cette question nous amène à l'un des mystères les plus profonds de la cosmologie moderne. Pendant longtemps, les scientifiques ont supposé que l'expansion de l'univers devait ralentir avec le temps. Après tout, la gravité attire toute la matière vers toute autre matière. Cette attraction devrait agir comme un frein cosmique, ralentissant progressivement l'expansion initiée par le Big Bang. La grande question était de savoir si ce ralentissement serait suffisant pour un jour stopper puis inverser l'expansion, conduisant à un Big Crunch, une implosion finale où tout l'univers s'effondrerait sur lui-même. En 1998, 2 équipes indépendantes de scientifiques ont entrepris de mesurer ce ralentissement avec une précision sans précédent. Ils ont utilisé un type particulier d'explosion stellaire, les supernovae de type Ia, comme chandelle standard pour mesurer les distances cosmiques. Ces supernovas ont toutes à peu près la même luminosité intrinsèque, ce qui permet de calculer leur distance en comparant leur luminosité apparente à leur luminosité réelle. Les résultats ont choqué le monde scientifique. Non seulement l'expansion ne ralentissait pas, mais elle accélérait. L'univers grandit de plus en plus vite avec le temps. Quelque chose pousse l'espace à s'étirer, et ce quelque chose devient plus fort à mesure que l'univers grandit. Cette découverte a valu le prix Nobel de physique en 2011 à Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess. Mais elle a aussi ouvert une boîte de Pandore de questions sans réponse. Car si l'univers accélère son expansion, quelque chose doit fournir l'énergie nécessaire pour cette accélération. Et nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Les physiciens ont donné un nom à cette force mystérieuse. Ils l'appellent l'énergie sombre. Mais ce nom est essentiellement un aveu d'ignorance. Nous ne savons pas ce qu'est l'énergie sombre. Nous ne savons pas d'où elle vient. Nous ne savons pas pourquoi elle existe. Nous savons seulement qu'elle représente environ 68% de tout ce qui existe dans l'univers et qu'elle pousse le cosmos à s'étirer de plus en plus vite. C'est une situation extraordinaire quand on y réfléchit. La majorité de l'univers est composée de quelque chose que nous ne comprenons pas du tout. Nous pouvons mesurer ses effets, nous pouvons modéliser son comportement à grande échelle, mais sa nature fondamentale nous échappe complètement. Certains théoriciens pensent que l'énergie sombre pourrait être une propriété intrinsèque de l'espace lui-même. Einstein avait introduit dans ses équations une constante cosmologique qu'il avait ensuite qualifiée de plus grande erreur de sa carrière. Mais peut-être avait-il raison sans le savoir. Peut-être que le vide lui-même possède une énergie inhérente qui pousse l'espace à s'étendre. D'autres théoriciens proposent des explications plus exotiques, des champs quantiques dynamiques qui imprègnent tout l'univers, des modifications de la gravité à très grande échelle, des effets liés à des dimensions supplémentaires que nous ne pouvons pas percevoir directement, des résidus d'interaction avec d'autres univers dans un multivers plus vaste. Aucune de ces explications n'a été confirmée. Toutes restent des hypothèses, des spéculations mathématiquement cohérentes mais non prouvées. L'énergie sombre demeure l'un des plus grands mystères de la science contemporaine. Mais revenons à notre question centrale. Si l'espace peut s'étirer plus vite que la lumière, cela a-t-il toujours été le cas ? La réponse nous amène à un événement encore plus extraordinaire que l'expansion actuelle. Dans les premières fractions de seconde après le Big Bang, l'univers aurait connu une période d'expansion incroyablement rapide, bien plus rapide que tout ce que nous observons aujourd'hui. Cette période, appelée inflation cosmique, aurait vu l'univers doubler de taille des dizaines de fois, en une fraction de seconde infinitésimale. L'inflation a été proposée pour la première fois en 1980 par le physicien Alan Guth. Elle résolvait élégamment plusieurs problèmes de la cosmologie standard, notamment pourquoi l'univers semble si uniforme dans toutes les directions,
et pourquoi sa géométrie est si proche d'être parfaitement plate. Mais les vitesses impliquées par l'inflation défient l'entendement. Pendant cette période, des régions de l'univers qui étaient initialement en contact causal, capables d'échanger des signaux lumineux, se sont retrouvées séparées par des distances immenses en un temps extraordinairement court. L'espace s'est étiré à des vitesses qui dépassèrent la vitesse de la lumière par des facteurs incalculables. En une fraction de seconde, l'univers observable est passé d'une taille subatomique à quelque chose de potentiellement plus grand que ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Les régions qui constituent maintenant les confins opposés de notre horizon observable étaient, avant l'inflation, si proches qu'elles pouvaient échanger des informations. C'est pourquoi le fond diffus cosmologique est si uniforme dans toutes les directions. Ces régions ont eu le temps de s'équilibrer avant d'être séparées par l'inflation. L'inflation s'est ensuite arrêtée, aussi soudainement qu'elle avait commencé. L'énergie qui propulsait cette expansion frénétique s'est convertie en matière et en rayonnement, donnant naissance au plasma chaud qui allait éventuellement se refroidir pour former les atomes, les étoiles, les galaxies et tout ce que nous voyons autour de nous. Mais qu'est-ce qui a déclenché l'inflation ? Qu'est-ce qui l'a arrêtée ? Ces questions restent ouvertes. Les théoriciens ont proposé divers mécanismes impliquant des champs quantiques appelés inflatons. Mais aucune preuve directe n'a été trouvée. L'inflation elle-même est soutenue par des preuves indirectes très solides, mais les détails du mécanisme restent spéculatifs. Et voici quelque chose d'encore plus troublant. Si l'inflation s'est produite une fois, elle pourrait se produire encore. Certains modèles théoriques suggèrent que l'inflation ne s'est jamais vraiment arrêtée. Elle continue peut-être dans des régions au-delà de notre horizon, créant sans cesse de nouveaux domaines d'univers, chacun potentiellement avec ses propres lois physiques. Cette idée, connue sous le nom d'inflation éternelle, suggère que notre univers observable n'est qu'une bulle dans un océan infini de bulles, chacune ayant émergé de sa propre période d'inflation. Si c'est vrai, alors ce que nous appelons l'univers n'est qu'une infime partie d'une structure bien plus vaste, peut-être infiniment vaste. Ces régions au-delà de notre horizon sont à jamais hors de notre portée. Aucun signal ne peut nous en parvenir, aucune expérience ne peut les détecter directement. Nous ne pouvons que les inférer à partir de nos théories et des observations que nous faisons dans notre petit coin du cosmos. C'est une situation humiliante pour la science. Nous avons construit des théories d'une puissance et d'une précision extraordinaires. Nous pouvons prédire le comportement de particules subatomiques avec une exactitude de 10 décimales. Nous pouvons retracer l'histoire de l'univers jusqu'à des fractions de secondes après sa naissance. Et pourtant, la nature fondamentale de l'espace, du temps et de l'expansion reste enveloppée de mystères. La mécanique quantique, notre meilleure théorie de l'infiniment petit, et la relativité générale, notre meilleure théorie de l'infiniment grand, sont incompatibles l'une avec l'autre. Elles donnent toutes deux des prédictions extraordinairement précises dans leurs domaines respectifs, mais elles se contredisent quand on essaie de les appliquer ensemble. Une théorie unifiée, une théorie du tout qui réconcilierait ces deux piliers de la physique moderne, reste le saint Graal de la physique théorique. Sans cette théorie, notre compréhension de l'expansion cosmique reste incomplète. Nous pouvons la décrire, la mesurer, la modéliser, mais nous ne pouvons pas vraiment l'expliquer. L'énergie sombre, l'inflation, la nature même de l'espace-temps, tout cela reste hors de notre portée conceptuelle complète. Ce que nous savons avec certitude, c'est que l'univers est bien plus étrange que notre intuition quotidienne le suggère. Les vitesses que nous considérons comme absolues ne le sont pas. Les limites que nous croyons infranchissables peuvent être contournées. Et quelque part, à des distances que nous ne pouvons même pas mesurer, l'espace lui-même s'étire à des vitesses qui dépassent tout ce que nous pouvons concevoir. Mais l'expansion cosmique n'est pas le seul phénomène qui défie notre compréhension de la vitesse maximale. Il existe d'autres portes vers l'impossible, d'autres fissures dans le mur de la vitesse de la lumière. Et certaines d'entre elles ne se trouvent pas aux confins de l'univers, mais dans les laboratoires les plus avancés de notre planète. Dans les sous-sols de laboratoires dispersés à travers le monde, des physiciens réalisent quotidiennement des expériences qui auraient semblé impossibles il y a quelques décennies. Ces expériences ne concernent pas les confins de l'univers, ni les galaxies lointaines.
Elle se déroule à l'échelle de l'infiniment petit, dans le royaume étrange et déconcertant de la mécanique quantique. Et ce qu'elle révèle est peut-être encore plus troublant que l'expansion cosmique. L'intrication quantique. Ce terme désigne un phénomène si bizarre, si contraire à notre intuition, qu'Einstein lui-même refusait d'y croire. Et pourtant, des décennies d'expérience ont confirmé sa réalité au-delà de tout doute raisonnable. Voici comment cela fonctionne. Prenons deux particules, disons 2 photons ou 2 électrons. Dans certaines conditions, ces particules peuvent devenir intriquées. Cela signifie que leurs propriétés quantiques deviennent corrélées d'une manière fondamentale. Non pas parce qu'elles ont été préparées de manière identique, mais parce qu'elles forment désormais un système unique, indivisible, même si elles sont physiquement séparées. Une fois intriquées, ces particules partagent une connexion mystérieuse. Si tu mesures une propriété de l'une, tu connais instantanément la propriété correspondante de l'autre. Pas après un délai correspondant au temps que mettrait un signal lumineux pour voyager entre elles, instantanément. Que les particules soient même séparées par 1 mètre, 1 kilomètre, ou la largeur de l'univers observable. Pour illustrer cela, imaginons une expérience simple. Nous créons une paire de photons intriqués. Ces photons ont chacun une propriété appelée polarisation, qui peut être mesurée dans différentes directions. Avant la mesure, chaque photon existe dans une superposition d'états. Il n'a pas de polarisation définie. Il est, d'une certaine manière, dans tous les états possibles simultanément. Maintenant, nous envoyons ces 2 photons dans des directions opposées. L'un va vers un laboratoire à Paris, l'autre vers un laboratoire à Tokyo. Les photons voyagent à la vitesse de la lumière, et après quelques millisecondes, ils arrivent à leur destination respective, séparés par des milliers de kilomètres. À Paris, un physicien mesure la polarisation du premier photon. Au moment exact de cette mesure, la superposition s'effondre. Le photon adopte un état défini, disons une polarisation verticale. Et voici le mystère. Au même instant précis, à Tokyo, le second photon adopte lui aussi un état défini, corrélé à celui de son partenaire. Si les particules ont été préparées dans un certain type d'intrication, et si le premier photon est mesuré comme vertical, le second sera mesuré comme horizontal, toujours. Sans exception, sans délai. Comment le photon de Tokyo sait-il ce qui vient de se passer à Paris ? Comment l'information sur le résultat de la mesure peut-elle traverser des milliers de kilomètres instantanément ? Ces questions ont tourmenté les physiciens pendant des décennies. Einstein était particulièrement perturbé par ce phénomène. En 1935, avec ses collègues Boris Podolsky et Nathan Rosen, il publie un article célèbre qui tente de démontrer que la mécanique quantique est incomplète. L'argument, connu sous le nom de paradoxe EPR, d'après les initiales des 3 auteurs, repose sur l'idée que l'intrication implique soit une action instantanée à distance, soit l'existence de variables cachées qui prédéterminent les résultats des mesures. Einstein était convaincu que la seconde option était la bonne. Il ne pouvait pas accepter l'idée que 2 particules puissent s'influencer mutuellement plus vite que la lumière. Cela violait tout ce en quoi il croyait sur la nature de la réalité et les limites imposées par sa propre théorie de la relativité. Mais en 1964, un physicien irlandais nommé John Bell propose un test crucial. Il démontre mathématiquement qu'il existe une différence mesurable entre les prédictions de la mécanique quantique et celles de toute théorie à variables cachées locales. Si les résultats des mesures étaient prédéterminés par des propriétés cachées que les particules emportent avec elles, certaines corrélations statistiques ne pourraient pas dépasser une certaine limite, connue sous le nom d'inégalité de Bell. La mécanique quantique, en revanche, prédit que ces inégalités peuvent être violées. Les corrélations entre particules intriquées devraient être plus fortes que ce que n'importe quelle théorie classique peut expliquer. Il a fallu attendre près de 20 ans pour que la technologie permette de réaliser ce test avec suffisamment de précision. En 1982, le physicien français Alain Aspect et son équipe à l'université Paris-Sud réalisent une série d'expériences historiques. Ils créent des paires de photons intriqués et mesurent leur polarisation avec des détecteurs placés à plusieurs mètres de distance. Les résultats sont sans appel. Les inégalités de Bell sont violées. Les corrélations entre les photons intriqués sont exactement celles prédites par la mécanique quantique.
bien plus forte que ce que toute théorie à variable cachée locale pourrait expliquer. Einstein avait tort. Les particules intriquées ne portent pas avec elles des instructions préprogrammées. Quelque chose de bien plus étrange se passe. Depuis les expériences d'aspect, des centaines d'autres tests ont été réalisés, avec des précisions toujours plus grandes et des distances toujours plus importantes. En 2017, des chercheurs chinois ont réalisé une expérience d'intrication quantique entre un satellite en orbite et 2 stations au sol séparées par plus de 1200 km. Les corrélations instantanées ont été confirmées une fois de plus. Mais voici ce qui est crucial. Bien que ces corrélations semblent instantanées, elles ne permettent pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière. C'est un point subtil, mais essentiel. Quand le physicien à Paris mesure son photon, il obtient un résultat aléatoire, vertical ou horizontal, avec une probabilité de 50% chacun. Il ne peut pas choisir le résultat. Il ne peut pas encoder un message dans ce résultat. Le physicien à Tokyo, en mesurant son propre photon, obtient lui aussi un résultat aléatoire. Ce n'est que lorsqu'il compare leurs résultats, en utilisant un canal de communication classique qui respecte la limite de la vitesse de la lumière, qu'il découvre les corrélations. C'est pourquoi les physiciens disent que l'intrication quantique ne viole pas la causalité. Aucune information utile ne peut être envoyée plus vite que la lumière. Les corrélations existent, elles sont réelles, mais elles ne peuvent pas être exploitées pour la communication supraluminique. Et pourtant, quelque chose se passe. Quelque chose connecte ces particules d'une manière que nous ne comprenons pas complètement. Cette connexion semble transcender l'espace, ignorer la distance, défier notre conception ordinaire de la séparation physique. Certains physiciens pensent que cela suggère quelque chose de profond sur la nature de la réalité. Peut-être que l'espace lui-même n'est pas fondamental. Peut-être que ce que nous percevons comme la séparation entre 2 points n'est qu'une illusion, une approximation émergente d'une réalité sous-jacente bien différente. Des théoriciens comme Leonard Susskind et Juan Maldatena ont proposé que l'intrication quantique pourrait être liée à la structure même de l'espace-temps. Leur conjecture, formulée en 2013 et connue sous le nom de ER égale EPR, suggère que les particules intriquées sont connectées par des trous de verre microscopiques, des tunnels à travers l'espace-temps. Ces trous de verre seraient trop petits et trop instables pour permettre le passage de matière ou d'informations. Mais ils pourraient expliquer les corrélations mystérieuses. Si cette idée est correcte, alors l'intrication quantique et les trous de verre ne seraient que 2 manifestations du même phénomène fondamental. L'espace-temps lui-même serait tissé à partir d'intrication quantique. La séparation que nous percevons entre les objets ne serait qu'une propriété émergente, pas une caractéristique fondamentale de la réalité. Mais l'intrication n'est pas le seul phénomène quantique qui joue avec notre compréhension de la vitesse et de l'espace. Il en existe un autre, tout aussi étrange, qui permet aux particules de traverser des barrières apparemment infranchissables. L'effet tunnel quantique. Ce phénomène permet à une particule de se retrouver de l'autre côté d'un obstacle qu'elle n'a pas assez d'énergie pour franchir classiquement. Imagine un ballon qui roule vers une colline. S'il n'a pas assez de vitesse, il s'arrêtera avant le sommet et redescendra. Dans le monde classique, c'est inévitable. Mais dans le monde quantique, il existe une probabilité non nulle que le ballon apparaisse soudainement de l'autre côté de la colline, sans jamais avoir escaladé le sommet. Ce phénomène n'est pas une curiosité de laboratoire. Il est essentiel au fonctionnement de la technologie moderne. Les microscopes à effet tunnel, qui permettent de visualiser des atomes individuels, exploitent ce principe. Certains composants électroniques dans nos ordinateurs et téléphones fonctionnent grâce à l'effet tunnel. Et au cœur du Soleil, la fusion nucléaire qui produit l'énergie dont dépend toute vie sur Terre ne serait pas possible sans l'effet tunnel. Mais voici ce qui rend ce phénomène pertinent pour notre discussion sur la vitesse de la lumière. Pendant longtemps, des physiciens ont débattu de la vitesse à laquelle l'effet tunnel se produit. Combien de temps faut-il à une particule pour traverser une barrière par effet tunnel ? La réponse a donné lieu à des controverses intenses. Certaines expériences semblaient suggérer que le temps de tunneling était extrêmement court, peut-être même instantané. D'autres expériences indiquaient des vitesses effectives supérieures à celles de la lumière. En 1992,
une équipe dirigée par Raymond Chiao à l'université de Berkeley a mesuré des photons traversant une barrière tunnel à des vitesses apparemment supraluminiques. Ces résultats ont fait sensation dans les médias. Des titres proclamaient que des scientifiques avaient dépassé la vitesse de la lumière. Mais comme souvent en physique, la réalité était plus nuancée. Les physiciens ont fini par comprendre que la vitesse apparemment supraluminique ne violait pas la relativité. Ce qui traversait la barrière plus vite que la lumière n'était pas un signal porteur d'information, mais le pic d'une impulsion lumineuse. L'impulsion elle-même était déformée par le processus de tunneling, donnant l'illusion d'une transmission plus rapide que la lumière. Mais aucune information nouvelle ne pouvait être transmise par ce moyen. Des expériences plus récentes, notamment celles menées en 2020 à l'Université de Toronto, ont mesuré le temps de tunneling avec une précision sans précédent. Elles ont montré que le processus prend bien un certain temps, même s'il est extraordinairement bref, de l'ordre de quelques attosecondes, c'est-à-dire des milliardièmes de seconde. Ces résultats confirment que la limite de la vitesse de la lumière reste intacte, même dans le royaume étrange de la mécanique quantique. Mais ils révèlent aussi à quel point notre intuition classique est inadaptée pour comprendre ce qui se passe à l'échelle subatomique. Il existe cependant un phénomène bien réel, où des particules voyagent plus vite que la lumière. Non pas plus vite que la vitesse maximale de 300 000 km par seconde, mais plus vite que la lumière dans un milieu particulier. La vitesse de la lumière dans le vide est la limite absolue. Mais quand la lumière traverse un milieu matériel, comme l'eau ou le verre, elle ralentit. Dans l'eau, la lumière ne voyage qu'à environ 225 000 km par seconde, soit environ 75% de sa vitesse dans le vide. Dans certains types de verre, elle peut descendre à moins de 200 000 km par seconde. Or, les particules chargées, comme les électrons, peuvent voyager à travers ces milieux à des vitesses qui dépassent celles de la lumière dans ce milieu particulier. Quand cela se produit, quelque chose d'extraordinaire se passe. La particule émet un flash de lumière bleutée, appelé rayonnement Cherenkov, du nom du physicien russe Pavel Cherenkov, qui l'a découvert en 1934. Ce rayonnement est l'équivalent optique d'un bang sonique. Quand un avion dépasse la vitesse du son, il crée une onde de choc qui se manifeste par un bruit explosif. De même, quand une particule dépasse la vitesse de la lumière dans un milieu, elle crée une onde de choc lumineuse. Ce phénomène n'est pas rare. Il se produit quotidiennement dans les réacteurs nucléaires, où les particules émises par les réactions de fission voyagent à travers l'eau de refroidissement à des vitesses supraluminiques. C'est pourquoi les piscines des réacteurs nucléaires ont souvent cette lueur bleutée caractéristique. Cette lumière n'est pas de la radioactivité visible, c'est le signe de particules qui dépassent la vitesse de la lumière dans l'eau. Le rayonnement Cherenkov est également utilisé dans les détecteurs de particules. L'observatoire de neutrinos IceCube, enfoui dans les glaces de l'Antarctique, détecte les neutrinos cosmiques grâce au rayonnement Cherenkov qu'ils produisent lorsqu'ils interagissent avec la glace. Ce détecteur géant, constitué de milliers de capteurs optiques répartis dans 1 km cube de glace, a détecté des neutrinos provenant de trous noirs supermassifs à des milliards d'années-lumière. Mais le rayonnement Cherenkov ne viole pas la relativité. Les particules ne dépassent pas la vitesse de la lumière dans le vide, seulement dans un milieu où la lumière elle-même est ralentie. C'est une distinction cruciale. Et cela nous amène à une question fascinante. Si des particules peuvent dépasser la vitesse de la lumière dans certains milieux, pourrait-il exister des régions de l'univers où les conditions sont si extrêmes que les règles ordinaires ne s'appliquent plus? La réponse nous emmène vers les environnements les plus violents du cosmos. Des endroits où l'énergie atteint des niveaux inconcevables, où la matière est comprimée jusqu'à des densités impossibles, où l'espace-temps lui-même est tordu et déchiré. Les abords des trous noirs sont parmi ces environnements extrêmes. À mesure qu'on s'approche de l'horizon des événements, cette frontière invisible au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper, les conditions deviennent de plus en plus extrêmes. La gravité devient si intense que le temps lui-même ralentit dramatiquement. Pour un observateur distant, un objet tombant vers le trou noir semble ralentir de plus en plus, jamais tout à fait atteindre l'horizon. Mais pour l'objet lui-même, la chute continue inexorablement. Autour de nombreux trous noirs, des disques de matière en rotation s'accumulent, chauffés à des températures de millions de degrés
par les forces de friction. Cette matière tombe en spirale vers l'horizon, émettant des quantités phénoménales de rayonnement. Les trous noirs supermassifs, au centre des galaxies, peuvent être plus lumineux que des milliards d'étoiles combinées, alimentés par la matière qui tombe dans leur gueule gravitationnelle. Mais ce n'est pas tout. Certains trous noirs produisent des jets de matière qui s'élancent perpendiculairement au disque d'accrétion, propulsés par des mécanismes que nous ne comprenons pas entièrement. Ces jets s'étendent sur des milliers, parfois des millions d'années-lumière. Ils sont composés de plasma, un gaz de particules chargées, accéléré à des vitesses qui frôlent celles de la lumière. Et voici où les choses deviennent vraiment étranges. Quand nous observons ces jets depuis la Terre, certains semblent se déplacer plus vite que la lumière. Des images prises à des années d'intervalle montrent des nodules de matière dans les jets qui se déplacent de quantités impossibles, correspondant à des vitesses de plusieurs fois celles de la lumière. Ce phénomène, appelé mouvement supraluminique apparent, a causé beaucoup de confusion quand il a été découvert pour la première fois dans les années 1970. Certains ont cru que la relativité était réfutée. D'autres ont proposé des explications exotiques impliquant de nouvelles physiques. Mais l'explication s'est avérée être un effet d'optique relativiste. Quand un objet se déplace vers nous à une vitesse proche de celle de la lumière et à un angle légèrement incliné par rapport à notre ligne de visée, des effets géométriques peuvent créer l'illusion d'un mouvement plus rapide que la lumière. Imagine un jet qui se dirige presque vers nous, avec un angle de seulement quelques degrés par rapport à notre ligne de visée. La lumière émise par le jet à différents moments voyage des distances différentes pour nous atteindre. La lumière émise plus tôt doit parcourir une plus grande distance que la lumière émise plus tard, quand le jet s'est rapproché de nous. Cet effet de compression temporelle fait que les événements semblent se produire plus rapidement qu'ils ne le font réellement. Le résultat est que le jet semble se déplacer à des vitesses supraluminiques, même si sa vitesse réelle reste en dessous de la limite. C'est une illusion, mais une illusion qui découle directement de la relativité elle-même. Ces jets relativistes ne sont pas de simples curiosités astronomiques. Ils transportent des quantités phénoménales d'énergie à travers l'espace intergalactique. Un seul jet peut contenir plus d'énergie que notre Soleil n'en produira pendant toute son existence. Cette énergie est injectée dans le milieu intergalactique, chauffant le gaz, créant des bulles gigantesques, influençant la formation des étoiles dans les galaxies environnantes. Les jets les plus puissants proviennent des quasars. Ces noyaux galactiques actifs, alimentés par des trous noirs de plusieurs milliards de masses solaires. Le quasar 3C, 273, l'un des premiers à avoir été découvert, possède un jet qui s'étend sur plus de 300 000 années-lumière. Des observations à haute résolution ont montré des nodules dans ce jet se déplaçant à des vitesses apparentes de plusieurs fois celles de la lumière. Ces phénomènes nous rappellent à quel point l'univers peut être violent et énergétique. Des forces qui défient notre imagination sont à l'œuvre à travers le cosmos, projetant de la matière à des vitesses proches de la limite absolue, créant des spectacles lumineux visibles à des milliards d'années-lumière. Mais les jets relativistes ne sont que le début. Il existe des événements encore plus cataclysmiques, des explosions d'une puissance si inimaginable qu'elles peuvent brièvement outbriller des galaxies entières. Des événements qui projettent des ondes de choc à travers l'espace, qui forgent les éléments les plus lourds de l'univers, qui envoient des signaux détectables aux quatre coins du cosmos. Ces événements cataclysmiques impliquent des vitesses, des énergies et des forces qui poussent les lois de la physique jusqu'à leurs limites les plus extrêmes. Et dans certains cas, ils pourraient même créer des conditions où la nature même de l'espace-temps est temporairement altérée. Car quand suffisamment d'énergie est concentrée dans un espace suffisamment petit, des choses étranges peuvent se produire. Des déformations de l'espace-temps qui pourraient, en théorie, permettre des raccourcis à travers le cosmos. Des ondes gravitationnelles qui font vibrer le tissu même de la réalité. Des phénomènes qui nous rappellent que la vitesse de la lumière, aussi fondamentale soit-elle, n'est qu'une propriété d'un univers bien plus vaste et mystérieux que tout ce que nous pouvons imaginer. Le 27 décembre 2004, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. À exactement 21h, 30 minutes et 26 secondes, temps universel coordonné, une vague d'énergie invisible a frappé notre planète,
En un dixième de seconde, cette vague a libéré plus d'énergie que notre Soleil n'en produit en 250 000 l'an. Elle provenait d'un objet situé à 50 000 années-lumière de la Terre, de l'autre côté de notre galaxie. Et pendant une fraction de seconde, elle a ionisé la haute atmosphère terrestre du côté nuit de notre planète. L'objet responsable s'appelle SGR 1806-20. C'est un magnétar, une étoile à neutrons dotée du champ magnétique le plus puissant connu dans l'univers. Et ce qu'il a produit ce jour-là était un sursaut gamma géant, une explosion d'une violence qui dépasse l'entendement humain. Si ce magnétar avait été à seulement 10 années-lumière de la Terre, au lieu de 50 000, l'événement aurait détruit la couche d'ozone de notre planète. La vie sur Terre aurait été exposée à un bombardement de rayonnements ultraviolets mortels. Une extinction massive aurait pu s'en suivre. Et le magnétar n'avait même pas explosé. Il avait simplement eu un spasme, une réorganisation brutale de son champ magnétique qui avait libéré une quantité phénoménale d'énergie. L'événement avait duré moins d'une seconde. Cet incident nous rappelle à quel point l'univers peut être violent. Nous vivons dans un cosmos où des quantités d'énergie inimaginables sont libérées en des instants infinitésimaux, où des objets stellaires peuvent produire en une fraction de seconde plus d'énergie que des civilisations entières pour être consommées en des millions d'années, où la mort peut arriver à la vitesse de la lumière, sans avertissement, sans possibilité de défense. Les magnétars sont des objets extraordinaires. Ce sont les cadavres d'étoiles massives qui ont explosé en supernova. Lors de cette explosion, le cœur de l'étoile s'effondre sur lui-même, comprimant une masse supérieure à celle du Soleil dans une sphère d'à peine 20 km de diamètre. La densité résultante est inconcevable. Une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait environ 1 milliard de tonnes sur Terre. Mais les magnétars sont encore plus extrêmes que les étoiles à neutrons ordinaires. Pour des raisons que nous ne comprenons pas entièrement, certaines étoiles à neutrons naissent avec des champs magnétiques 1 million de milliards de fois plus puissants que celui de la Terre. Ces champs sont si intenses qu'ils déforment la structure même des atomes, créant des formes de matière qui n'existent nulle part ailleurs dans l'univers. On estime qu'il existe environ 30 millions de magnétars dans notre galaxie. La plupart sont silencieux, leur champ magnétique s'affaiblissant lentement au fil des millénaires. Mais de temps en temps, l'un d'eux s'éveille. Les tensions accumulées dans son champ magnétique se libèrent brutalement, provoquant ce que les astronomes appellent un sursaut gamma-mou, ou, dans les cas les plus extrêmes, un sursaut géant, comme celui de 2004. Nous avons eu de la chance ce jour-là. La distance nous a protégés. Mais cet événement a forcé les scientifiques à reconsidérer les dangers cosmiques auxquels notre planète est exposée. Des dangers qui voyagent à la vitesse de la lumière, impossibles à anticiper, potentiellement dévastateurs. Mais les magnétars ne sont pas les seuls objets à produire des explosions d'une violence extrême. Il existe des événements encore plus cataclysmiques, des explosions si puissantes qu'elles peuvent être vues à des milliards d'années-lumière. Les sursauts gamma, ou GRB pour Gamma Ray Burst en anglais, sont les explosions les plus énergétiques de l'univers depuis le Big Bang. Pendant quelques secondes ou quelques minutes, un sursaut gamma peut libérer autant d'énergie que le Soleil en produira pendant toute son existence de 10 milliards d'années. Cette énergie est concentrée dans un faisceau étroit de rayonnement gamma, le type de lumière le plus énergétique qui existe. Le premier sursaut gamma a été détecté par accident le 2 juillet 1967 par les satellites américains Vela, conçus pour surveiller les essais nucléaires soviétiques dans l'espace. Le signal détecté ce jour-là ne ressemblait à rien de connu. Il ne provenait pas de la Terre, ni du Soleil, ni d'aucun objet familier du système solaire. Pendant des années, l'origine de ces sursauts est restée un mystère complet. Ce n'est qu'en 1997 que le mystère a commencé à se dissiper. Le satellite italo-néerlandais Bepo-Sax a permis de localiser précisément un sursaut gamma et de découvrir sa lueur rémanente dans d'autres longueurs d'onde. Les observations subséquentes ont révélé que le sursaut provenait d'une galaxie à plusieurs milliards d'années-lumière. L'énergie impliquée était stupéfiante. Nous savons maintenant qu'il existe deux types principaux de sursauts gamma. Les sursauts longs, qui durent plus de 2 secondes,
sont produits par l'effondrement de certaines étoiles massives en fin de vie. Quand le cœur d'une étoile de plus de 25 masses solaires s'effondre directement en trou noir, sans passer par le stade d'étoile à neutrons, l'énergie libérée est canalisée en deux jets opposés qui percent l'enveloppe de l'étoile et s'élancent dans l'espace à des vitesses proches de celles de la lumière. Les sursauts courts, qui durent moins de 2 secondes, ont une origine différente et tout aussi violente. Ils sont produits par la fusion de deux étoiles à neutrons, ou d'une étoile à neutrons et d'un trou noir. Ces couples stellaires tournent l'un autour de l'autre pendant des millions ou des milliards d'années, perdant progressivement de l'énergie par émission d'ondes gravitationnelles, spiralant lentement l'un vers l'autre jusqu'à la collision finale. Cette collision est un événement d'une violence inouïe. En une fraction de seconde, deux objets d'une densité extrême, chacun contenant plus de masse que le Soleil comprimé dans une sphère de 20 km, fusionnent en un tourbillon de matière et d'énergie. Le résultat est généralement un trou noir, entouré d'un disque de débris incandescent et accompagné de jets relativistes qui produisent le sursaut gamma. Le 17 août 2017 restera dans l'histoire de l'astronomie comme un moment fondateur. Ce jour-là, les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO aux États-Unis et Virgo en Europe ont détecté un signal caractéristique d'une fusion d'étoiles à neutrons. L'événement, baptisé JW 177817, provenait d'une galaxie appelée NGC 4993, située à environ 130 millions d'années-lumière. Moins de 2 secondes après la détection des ondes gravitationnelles, le satellite Fermi a détecté un sursaut gamma court provenant de la même direction. C'était la confirmation tant attendue. Les fusions d'étoiles à neutrons produisent bien des sursauts gamma courts. Pour la première fois, nous avions détecté le même événement cosmique par deux messagers différents, les ondes gravitationnelles et la lumière. Dans les heures et les jours suivants, des dizaines de télescopes à travers le monde se sont braqués sur NGC 4993. Ils ont observé une lueur nouvelle, absente des images précédentes de cette galaxie. Cette lueur, appelée kilonova, était le rayonnement thermique des débris de la fusion. Un nuage de matière incandescente s'étendant à des vitesses de plusieurs dizaines de pourcents de celles de la lumière. Et ces observations ont révélé quelque chose d'extraordinaire. La couleur de la kilonova, son évolution spectrale au fil des jours, a confirmé que des éléments lourds étaient créés dans ces débris. De l'or, du platine, de l'uranium, tous ces atomes au noyau massif que les réactions nucléaires ordinaires dans les étoiles ne peuvent pas produire. Nous savons maintenant que la majorité de l'or présent sur Terre, dans nos bijoux, dans nos composants électroniques, dans nos dents plombées, a été forgé dans des collisions d'étoiles à neutrons il y a des milliards d'années. Ces atomes ont été dispersés dans l'espace par les explosions, incorporés dans des nuages de gaz qui se sont effondrés pour former le Soleil et les planètes, et ont fini par se retrouver sur notre petite planète bleue. Chaque alliance en or, chaque bague, chaque lingot contient des atomes qui ont été créés dans l'un des événements les plus violents que l'univers puisse produire. Des atomes qui ont voyagé pendant des milliards d'années à travers l'espace avant d'arriver jusqu'à nous. Mais revenons aux implications de ces phénomènes pour notre discussion sur la vitesse de la lumière. Les jets relativistes produits par les sursauts gamma sont parmi les flux de matière les plus rapides de l'univers. Les particules dans ces jets voyagent à des vitesses qui atteignent 99,99999% de la vitesse de la lumière, parfois encore plus proche. À ces vitesses, les effets de la relativité deviennent extrêmes. Le temps se dilate dramatiquement pour les particules dans le jet. Ce qui apparaît comme quelques secondes pour un observateur extérieur peut correspondre à des millièmes de secondes pour les particules elles-mêmes. L'énergie cinétique de ces particules dépasse leur énergie de masse de repos par des facteurs de centaines ou de milliers. Ces jets sont si énergétiques qu'ils peuvent traverser l'enveloppe entière d'une étoile mourante, perçant un trou à travers des millions de kilomètres de plasma stellaire. Ils peuvent alors voyager pendant des années-lumière dans l'espace intergalactique sans se disperser significativement. Et quand ils frappent le milieu interstellaire, ils créent des ondes de choc qui brillent dans toutes les longueurs d'onde, des ondes radio aux rayons X. Mais il existe des particules qui voyagent encore plus vite, encore plus proches de la limite absolue.
Les rayons cosmiques de ultra haute énergie sont des noyaux atomiques, principalement des protons, accélérés à des énergies qui défient l'imagination. Le 3 octobre 1991, le détecteur Fly's Eye, dans le désert de l'Utah, a détecté une particule surnommée Oh My God Particle. Cette particule, un simple proton, possédait une énergie de 300 millions de téraélectronvolts. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est l'équivalent de l'énergie cinétique d'une balle de baseball lancée à environ 100 km/h, concentrée dans une seule particule subatomique. Cette particule voyageait si vite que la différence entre sa vitesse et celle de la lumière était infinitésimale. Si elle avait fait la course avec un photon, sur une distance égale à celle entre la Terre et la galaxie d'Andromède, le photon n'aurait gagné que d'une vingtaine de mètres. D'où viennent ces particules extraordinaires ? Comment sont-elles accélérées à des énergies aussi extrêmes ? Ces questions restent partiellement ouvertes. Les candidats les plus probables incluent les jets des noyaux galactiques actifs, les restes de supernovas particulièrement énergétiques et les sursauts gamma eux-mêmes. L'observatoire Pierre-Auger, en Argentine, couvre une surface de 3000 km² avec des détecteurs conçus pour capturer les gerbes de particules secondaires créées quand un rayon cosmique de ultra haute énergie frappe l'atmosphère terrestre. Ces observations ont révélé que les rayons cosmiques les plus énergétiques proviennent préférentiellement de directions où se trouvent des galaxies avec des noyaux actifs. Mais un mystère demeure. Selon les calculs théoriques, les rayons cosmiques de très haute énergie ne devraient pas pouvoir voyager sur des distances cosmologiques. En interagissant avec les photons du fond diffus cosmologique, ils devraient faire perdre leur énergie et ralentir. C'est ce qu'on appelle la limite GZK, du nom des physiciens Greisen, Zatsepin et Kuzmin, qui l'ont prédite en 1966. Et pourtant, des particules au-dessus de cette limite ont été détectées. La particule Oh My God était bien au-dessus du seuil GZK. D'autres détections similaires ont suivi. Soit ces particules proviennent de sources relativement proches, à moins de quelques centaines de millions d'années-lumière, soit quelque chose dans notre compréhension est incomplet. Certains théoriciens ont proposé des explications exotiques. Peut-être que ces particules ne sont pas des protons ordinaires, mais des noyaux plus lourds qui peuvent voyager plus loin avant de perdre leur énergie. Peut-être qu'elles sont produites par des processus inconnus, comme la désintégration de particules supermassives reliques du Big Bang. Peut-être que la physique à ces énergies extrêmes diffère de nos prédictions. Les données de l'observatoire Pierre-Auger suggèrent que les rayons cosmiques de ultra haute énergie sont effectivement des noyaux lourds plutôt que des protons simples. Mais cette explication soulève ses propres questions. Quels processus astrophysiques peuvent accélérer des noyaux de fer à de telles énergies ? Les modèles actuels peinent à l'expliquer. Mais les rayons cosmiques ne sont pas seulement des curiosités scientifiques. Ils représentent un danger potentiel, notamment pour les astronautes qui s'aventurent au-delà de la protection du champ magnétique terrestre. Sur Terre, nous sommes protégés par plusieurs boucliers. L'atmosphère absorbe les particules secondaires créées par les rayons cosmiques. Le champ magnétique terrestre dévie les particules chargées. Nous ne recevons qu'une dose minime du bombardement cosmique constant qui traverse le système solaire. Mais dans l'espace, la situation est différente. Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale reçoivent une dose de rayonnement environ 10 fois supérieure à celle des personnes au sol. Et lors des missions Apollo vers la Lune, les astronautes étaient exposés à un risque encore plus grand. Si un événement solaire majeur ou un sursaut gamma proche se produisait pendant une mission spatiale, les conséquences pourraient être catastrophiques. Le 4 août 1972, entre les missions Apollo 16 et 17, une éruption solaire massive a projeté un flot de particules énergétiques vers la Terre. Si des astronautes avaient été sur la Lune à ce moment, ils auraient reçu une dose potentiellement mortelle de rayonnement. Les futures missions vers Mars, qui dureront des années au lieu de jours, exposeront les astronautes à des risques cumulatifs significatifs. Des solutions sont à l'étude, comme des blindages spéciaux ou des abris d'urgence pour les événements solaires majeurs. Mais contre les rayons cosmiques galactiques de haute énergie, aucune protection pratique n'existe avec la technologie actuelle. Ces particules peuvent traverser des mètres de blindage comme si de rien n'était. L'univers est un endroit dangereux.
Des énergies phénoménales sont libérées constamment, voyageant à travers le cosmos à des vitesses proches de la limite absolue. Certaines de ces énergies ont façonné l'histoire de la vie sur Terre. D'autres pourraient, un jour, y mettre fin. Les géologues ont trouvé des preuves que des événements cosmiques ont affecté notre planète dans le passé. Des isotopes rares dans les sédiments océaniques suggèrent qu'une ou plusieurs supernovas ont explosé à proximité relative de la Terre il y a environ 2 à 3 millions d'années. Ces explosions pourraient avoir contribué aux changements climatiques qui ont accompagné l'évolution de nos ancêtres hominidés. Il y a environ 450 millions d'années, lors de l'extinction de l'Ordovicien, environ 85% des espèces marines ont disparu. Certains chercheurs ont proposé qu'un sursaut gamma pourrait en être responsable. Un sursaut suffisamment proche et correctement orienté aurait pu détruire la couche d'ozone, exposant la vie à un rayonnement ultraviolet mortel pendant des années ou des décennies. Cette hypothèse reste spéculative. Nous n'avons aucune preuve directe qu'un sursaut gamma a frappé la Terre à cette époque, mais la possibilité existe. Et elle continuera d'exister aussi longtemps que notre planète orbitera autour de son étoile. Les astronomes ont identifié plusieurs systèmes stellaires qui pourraient produire des sursauts gamma dans un futur géologiquement proche. Eta Carinae, une étoile hypergéante instable à environ 7500 années-lumière, pourrait exploser en hypernova à tout moment à l'échelle cosmique. Si cette explosion produit un sursaut gamma dirigé vers la Terre, les conséquences seraient graves. Heureusement, les études actuelles suggèrent que l'axe de rotation d'Eta Carinae n'est pas aligné avec la Terre. Les jets d'un éventuel sursaut gamma passeraient probablement à côté de nous. Mais les étoiles peuvent changer d'orientation au fil du temps, et nos mesures comportent des incertitudes. WR104, un système d'étoiles Wolf-Rayet à environ 8000 années-lumière, est un autre candidat potentiel. Les étoiles Wolf-Rayet sont des étoiles massives en fin de vie qui perdent rapidement leur enveloppe externe. Certaines pourraient finir leur existence en supernovae particulièrement énergétiques, potentiellement accompagnées de sursauts gamma. Mais au-delà de ces menaces spécifiques, une question plus profonde se pose. Dans un univers où des énergies aussi extrêmes sont libérées régulièrement, où des ondes de destruction voyagent à la vitesse de la lumière à travers le cosmos, comment la vie peut-elle persister ? Peut-être que la vie est extraordinairement résiliente, capable de survivre à des catastrophes que nous peinons à imaginer. Peut-être que la vie est rare précisément parce que ces dangers cosmiques l'éliminent régulièrement avant qu'elle puisse évoluer vers la complexité. Peut-être que nous avons simplement eu de la chance, notre petit coin de galaxie ayant été épargné par les pires cataclysmes pendant les milliards d'années nécessaires à notre évolution. Ces questions rejoignent les grandes interrogations sur notre place dans l'univers. Sommes-nous seuls, si d'autres civilisations existent? Ont-elles survécu aux dangers cosmiques? Ont-elles développé des technologies pour se protéger? Ou ont-elles été balayées par des événements contre lesquels aucune défense n'est possible? La vitesse de la lumière, cette limite que nous avons explorée tout au long de ce voyage, est à la fois notre protection et notre prison. Elle nous protège parce que les catastrophes lointaines mettent du temps à nous atteindre, nous donnant des millions ou des milliards d'années de répit entre les événements destructeurs. Mais elle nous emprisonne aussi, car elle limite notre capacité à explorer l'univers, à nous répandre sur plusieurs étoiles, à garantir la survie de notre espèce face aux dangers cosmiques, et quelque part dans l'immensité du cosmos, à des distances que nous ne pouvons même pas mesurer. D'autres événements cataclysmiques se produisent en ce moment même. Des étoiles explosent, des trous noirs fusionnent, des jets relativistes s'élancent à travers l'espace. La lumière de ces événements voyage vers nous, portant des informations sur des violences que nous ne percevrons que dans des millions ou des milliards d'années. L'univers continue son spectacle, indifférent à notre existence, régi par des forces qui dépassent notre compréhension. Et la vitesse de la lumière, cette constante fondamentale, est le métronome silencieux qui rythme cette danse cosmique de création et de destruction. Nous avons parcouru un long chemin ensemble cette nuit, des confins de l'univers observables aux profondeurs de la mécanique quantique, des explosions stellaires les plus violentes au mystère de l'espace-temps qui s'étire plus vite que la lumière. Mais toutes ces découvertes, aussi fascinantes soient-elles,
convergent vers une seule question fondamentale. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous ? Nous sommes une espèce curieuse. Depuis que nos ancêtres ont levé les yeux vers le ciel nocturne, il y a des centaines de milliers d'années, nous avons cherché notre place dans le cosmos. Nous avons inventé des mythes pour expliquer les étoiles, des religions pour donner un sens à notre existence, des sciences pour comprendre les mécanismes de l'univers. Et à chaque étape de ce voyage intellectuel, nous avons découvert que notre place était plus petite, plus marginale, plus contingente que nous ne l'avions imaginé. Copernic nous a appris que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Darwin nous a montré que nous n'étions pas une création spéciale, mais le produit d'un processus aveugle d'évolution. Hubble nous a révélé que notre galaxie n'était qu'une parmi des milliards. Et maintenant, la cosmologie moderne nous enseigne que l'univers observable lui-même n'est probablement qu'une infime fraction d'une réalité bien plus vaste, peut-être infiniment vaste, dont la majeure partie nous sera à jamais inaccessible. Cette progression vers l'insignifiance apparente pourrait sembler déprimante, mais elle peut aussi être vue différemment, car chaque découverte qui a diminué notre importance cosmique a simultanément agrandi notre compréhension, notre émerveillement, notre connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Mais la vitesse de la lumière ajoute une dimension particulièrement poignante à notre situation. Elle ne nous dit pas seulement que l'univers est grand, elle nous dit que la majeure partie de cet univers nous est fondamentalement inaccessible. Pas parce que nous manquons de technologie, pas parce que nous ne sommes pas assez intelligents, mais parce que les lois mêmes de la physique l'interdisent. Réfléchissons un instant à ce que cela signifie. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies. Chaque galaxie contient en moyenne 100 milliards d'étoiles. Autour de beaucoup de ces étoiles orbitent des planètes. Le nombre total de planètes dans l'univers observable est probablement de l'ordre de 1000 milliards de milliards. C'est un 1 suivi de 20 et un 0. Sur combien de ces planètes la vie a-t-elle émergé ? Sur combien d'entre elles cette vie a-t-elle évolué vers l'intelligence ? Combien de civilisations existent en ce moment même, quelque part dans le cosmos, se posant les mêmes questions que nous ? Ces questions hantent les scientifiques depuis des décennies. En 1961, l'astronome Frank Drake a proposé une équation pour estimer le nombre de civilisations communicantes dans notre galaxie. Cette équation, connue sous le nom d'équation de Drake, multiplie plusieurs facteurs. Le taux de formation stellaire, la fraction d'étoiles avec des planètes, la fraction de planètes habitables, la probabilité que la vie émerge, la probabilité que l'intelligence se développe, la durée pendant laquelle une civilisation émet des signaux détectables. Le problème, c'est que nous ne connaissons avec certitude qu'un seul de ces facteurs, le taux de formation stellaire. Tous les autres sont des estimations, des spéculations, des paris éduqués. Les réponses varient de 0. Nous sommes seuls, à des millions. La galaxie grouille de vie intelligente. Mais voici où la vitesse de la lumière entre en jeu de manière cruciale. Même si des milliers de civilisations existent dans notre galaxie, la communication avec elles serait extraordinairement difficile. Notre galaxie mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Un message envoyé vers une civilisation de l'autre côté de la Voie lactée mettrait 100 000 ans à arriver. La réponse mettrait encore 100 000 ans à nous parvenir. Une simple conversation prendrait 200 000 ans. À l'échelle d'une civilisation, c'est une éternité. Homo sapiens n'existe sous sa forme actuelle que depuis environ 300 000 ans. Nos premières villes ont été construites il y a moins de 10 000 ans. Notre capacité à envoyer des signaux radio dans l'espace n'existe que depuis un peu plus d'un siècle. Dans 200 000 ans, notre espèce existera-t-elle encore ? Sous quelle forme ? Et si nous élargissons notre regard au-delà de notre galaxie, les chiffres deviennent encore plus vertigineux. La galaxie d'Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière. Un échange de messages prendrait 5 millions d'années. Les galaxies les plus lointaines de l'univers observable sont à des milliards d'années-lumière. Toute communication serait impossible, non seulement en pratique, mais en principe. Cette réalité a conduit certains penseurs à formuler ce qu'ils appellent le principe de solitude cosmique. Même si l'univers regorge de vie intelligente, chaque civilisation est effectivement seule,
isolés par les distances immenses et la lenteur de la lumière. Des millions de sociétés pourraient en fleurir et mourir à travers le cosmos, chacune ignorant l'existence des autres, chacune se demandant si elle est seule. C'est une vision à la fois tragique et étrangement réconfortante. Tragique parce qu'elle suggère que nous ne rencontrerons peut-être jamais d'autres intelligences. Réconfortante parce qu'elle implique que notre solitude n'est pas due à notre insignifiance, mais aux contraintes fondamentales de la réalité elle-même. Mais il existe une version encore plus troublante de ce dilemme. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, du nom du physicien Enrico Fermi, qui l'a formulé lors d'un déjeuner en 1950. L'argument est simple. Notre galaxie existe depuis environ 13 milliards d'années. Même si la vie intelligente est rare, même si elle n'émerge que sur une planète par millions, il devrait y avoir eu des milliards de civilisations avant nous. Certaines de ces civilisations auraient pu développer le voyage interstellaire. Même à des vitesses bien inférieures à celles de la lumière, une civilisation motivée pourrait coloniser toute la galaxie en quelques millions d'années, un clin d'œil à l'échelle cosmique. Alors, où sont-ils? Pourquoi le ciel est-il silencieux? Pourquoi n'avons-nous trouvé aucune trace, aucun signal, aucun artefact d'une civilisation extraterrestre? Des dizaines de réponses ont été proposées au paradoxe de Fermi. Peut-être que la vie intelligente est extraordinairement rare et que nous sommes effectivement seuls ou presque. Peut-être que les civilisations technologiques s'autodétruisent rapidement, par guerre nucléaire, changement climatique ou autre catastrophe. Peut-être qu'elles existent, mais ne souhaitent pas communiquer, soit par désintérêt, soit par prudence. Peut-être qu'elles sont là, mais que nous ne savons pas les reconnaître, leur technologie étant si avancée qu'elles nous sont invisibles. Mais la vitesse de la lumière offre une autre réponse possible. Peut-être que le voyage interstellaire est tout simplement trop difficile, trop coûteux, trop dangereux pour être entrepris à grande échelle. Peut-être que chaque civilisation reste confinée dans son système stellaire d'origine, regardant les étoiles avec envie, mais incapable de les atteindre. Considérons ce que représenterait un voyage interstellaire avec la technologie actuelle. Notre sonde la plus rapide, Voyager 1, lancée en 1977, voyage à environ 17 km par seconde. À cette vitesse, il lui faudrait environ 70 000 ans pour atteindre Proxima Centauri, l'étoile la plus proche du Soleil, située à seulement 4,2 années-lumière. Même avec des technologies hypothétiques comme la propulsion nucléaire ou les voiles solaires, atteindre ne serait-ce que 10% de la vitesse de la lumière représenterait un défi colossal. Et à cette vitesse, le voyage vers Proxima Centauri prendrait encore 40 ans, vers des étoiles plus lointaines, des siècles ou des millénaires. Ces durées de voyage posent des problèmes fondamentaux. Comment maintenir une civilisation cohérente à travers des générations de voyages? Comment gérer les ressources, les conflits, l'ennui, la dérive génétique et culturelle sur des siècles? Comment justifier l'investissement colossal de ressources nécessaires pour envoyer une fraction infime de la population vers un destin incertain? Certains théoriciens ont proposé des solutions imaginatives, des vaisseaux-mondes abritant des populations de milliers ou de millions de personnes, capables de maintenir une société fonctionnelle pendant des générations. Des systèmes de suspension cryogénique permettant de survivre au voyage en état de sommeil. Des intelligences artificielles capables de gérer le vaisseau sans intervention humaine. Mais toutes ces solutions se heurtent par des obstacles technologiques immenses et à des incertitudes fondamentales. Nous ne savons pas si la cryogénisation sans dommage est possible. Nous ne savons pas si une intelligence artificielle peut rester stable et fiable pendant des siècles. Nous ne savons pas si une société humaine peut survivre aux tensions d'un voyage multigénérationnel dans un espace confiné. Et même si nous résolvions tous ces problèmes, la vitesse de la lumière resterait la limite ultime. Aucune quantité de progrès technologique ne nous permettra de la dépasser en voyageant à travers l'espace normal. C'est une contrainte imposée par la structure même de l'univers, pas par notre manque d'ingéniosité. Cette réalité a conduit certains physiciens à explorer des possibilités plus exotiques, des raccourcis à travers l'espace-temps qui pourraient, en théorie, permettre des voyages plus rapides que la lumière sans violer la relativité. Les trous de verre sont l'une de ces possibilités. Ces structures hypothétiques
parfois appelés ponts d'Einstein-Rosen, seraient peut-être des tunnels connectant deux régions distantes de l'espace-temps. En traversant un trou de verre, un voyageur pourrait parcourir des distances cosmiques en un temps bien plus court que celui que mettrait la lumière à faire le même trajet par le chemin normal. Les équations de la relativité générale permettent l'existence de tels objets. Mais les maintenir ouverts et traversables nécessiterait quelque chose que nous n'avons jamais observé, de la matière exotique avec une densité d'énergie négative. Une telle matière violerait plusieurs conditions énergétiques que les physiciens considèrent comme fondamentales. Sa simple existence est contestée. Le physicien mexicain Miguel Alcubierre a proposé en 1994 une autre approche. Son concept de propulsion Alcubierre consiste à contracter l'espace devant un vaisseau et à le dilater derrière lui. Le vaisseau lui-même ne se déplacerait pas à travers l'espace. Il resterait stationnaire dans sa bulle locale. Mais cette bulle se déplacerait à travers l'espace plus large à n'importe quelle vitesse souhaitée, potentiellement bien supérieure à celle de la lumière. Encore une fois, les mathématiques fonctionnent, mais la réalisation pratique nécessiterait des quantités phénoménales d'énergie négative, peut-être équivalentes à la masse-énergie de Jupiter ou même du Soleil. Des travaux théoriques ultérieurs ont réduit ces estimations, mais les exigences restent bien au-delà de toute technologie concevable. Et même si ces technologies étaient possibles, elles pourraient créer des problèmes de causalité fondamentaux. La relativité nous dit que si quelque chose peut voyager plus vite que la lumière, alors, dans certains référentiels, il voyagerait en arrière dans le temps. Cela pourrait permettre des paradoxes temporels, comme le célèbre paradoxe du grand-père, où un voyageur retourne dans le passé et empêche sa propre naissance. La plupart des physiciens croient que l'univers doit avoir un mécanisme de protection chronologique, quelque chose qui empêche les paradoxes temporels de se produire. Mais la nature exacte de ce mécanisme reste inconnue. Peut-être que les trous de verre s'effondrent avant de pouvoir être utilisés. Peut-être que la physique quantique interdit les configurations qui permettraient le voyage dans le temps. Peut-être que nous ne comprenons pas encore assez bien les lois fondamentales pour répondre à cette question. Ces spéculations peuvent sembler relever de la science-fiction. Et dans un sens, c'est le cas. Nous n'avons aucune preuve que des trous de verre traversables existent, que la propulsion Alcubierre est réalisable, ou que le voyage plus rapide que la lumière sera jamais possible. Ces idées restent dans le domaine de la physique théorique spéculative, pas de l'ingénierie pratique, mais elles illustrent quelque chose d'important sur la nature de notre quête. Nous sommes une espèce qui refuse d'accepter les limites. Quand on nous dit que quelque chose est impossible, nous cherchons des failles, des exceptions, des moyens de contourner l'interdiction. Cette qualité nous a permis de voler, de plonger dans les abysses, de marcher sur la Lune. Peut-être qu'un jour, elle nous permettra de franchir les barrières interstellaires. Ou peut-être pas. Peut-être que la vitesse de la lumière est véritablement une limite absolue, infranchissable par quelque technologie que ce soit. Dans ce cas, notre destin serait d'être à jamais confiné dans un petit coin du cosmos, regardant les étoiles comme nos ancêtres regardaient les continents lointains avant l'invention de la navigation océanique. Mais même dans ce scénario pessimiste, quelque chose de remarquable resterait. Notre capacité à comprendre l'univers, même si nous ne pouvons pas le parcourir. Nos télescopes nous permettent de voir des galaxies à des milliards d'années-lumière. Nos équations nous permettent de modéliser des phénomènes que nous ne pourrons jamais observer directement. Notre curiosité nous pousse à poser des questions sur des réalités qui nous dépassent infiniment. En un sens, la vitesse de la lumière n'est pas seulement une limite, c'est aussi un canal de communication. Chaque photon qui atteint nos yeux ou nos instruments porte des informations sur son origine, sur les processus qui l'ont créé, sur les conditions qui régnaient quand il a été émis. La lumière est le messager de l'univers, nous racontant son histoire à travers le temps et l'espace. Et cette histoire nous enseigne quelque chose de profond sur notre propre existence. Nous sommes faits de matière forgée dans les étoiles. Les atomes de carbone dans nos cellules ont été créés dans les cœurs stellaires il y a des milliards d'années. Les atomes d'oxygène que nous respirons ont été dispersés par des explosions de supernovas. Les atomes d'or dans nos bijoux proviennent de collisions d'étoiles à neutrons. Nous sommes littéralement de la poussière d'étoiles devenues conscientes.
Cette connexion cosmique transcende les distances qui nous séparent du reste de l'univers. Nous ne pouvons peut-être pas voyager vers les étoiles, mais les étoiles sont déjà en nous. Nous ne pouvons peut-être pas communiquer avec d'autres civilisations, mais nous partageons avec elles une origine commune, une physique commune, un destin cosmique commun. Car l'univers lui-même a un destin. Et ce destin est façonné par les mêmes phénomènes que nous avons explorés cette nuit. L'accélération de l'expansion cosmique, si elle continue indéfiniment, conduit à un futur étrange et désolé. À mesure que l'espace s'étire de plus en plus vite, les galaxies lointaines disparaîtront une à une de notre horizon observable. Dans des centaines de milliards d'années, les seules galaxies visibles seront celles de notre groupe local, liées à nous par la gravité, fusionnées en une seule méga-galaxie. Pour une civilisation qui naîtrait à cette époque lointaine, l'univers semblerait bien plus petit et plus vide que celui que nous observons aujourd'hui. Il ne verrait pas les milliards de galaxies que nous voyons. Il ne pourrait pas reconstruire l'histoire du Big Bang à partir du fond diffus cosmologique, car ce rayonnement serait dilué au-delà de toute détection. Il pourrait jeter conclure, à tort, qu'ils vivent dans un univers statique et limité. Et plus tard encore, les étoiles elles-mêmes s'éteindront. Dans des milliers de milliards d'années, les dernières étoiles rouges naines épuiseront leur combustible nucléaire et s'assombriront. L'univers sera plongé dans une obscurité quasi totale, éclairé seulement par la faible lueur des naines blanches en refroidissement et les rares flashs de collisions stellaires. Les trous noirs domineront cette ère. Ils continueront de croître en avalant la matière errante, fusionnant les uns avec les autres pour former des monstres toujours plus massifs. Mais même eux ne sont pas éternels. Le rayonnement de Hawking, ce processus quantique par lequel les trous noirs perdent lentement leur masse, finira par les consumer. Les trous noirs les plus massifs mettront des temps inimaginables à s'évaporer, des durées exprimées en puissance de 10 avec des dizaines, voire des centaines de zéros. Et après ? Les physiciens ne sont pas certains. Peut-être que l'univers continuera de s'étendre indéfiniment, devenant de plus en plus froid, de plus en plus dilué, jusqu'à ce que même les dernières particules soient séparées par des distances cosmologiques. Cette fin, parfois appelée la mort thermique, serait le triomphe ultime de l'entropie, le nivellement de toutes les différences, l'extinction de tout processus, de toute structure, de toute complexité. Dans un tel univers, la vie, la conscience, le sens seraient impossibles. Pas parce qu'ils seraient interdits par les lois de la physique, mais parce qu'il n'y aurait plus assez d'énergie utilisable pour les soutenir. L'univers existerait toujours, en un sens, mais il serait mort, figé dans un équilibre éternel et stérile. Cette vision du futur cosmique est vertigineuse. Elle nous rappelle que tout ce que nous connaissons, tout ce que nous aimons, tout ce que nous construisons est temporaire. Non pas à l'échelle de nos vies individuelles, qui sont éphémères par évidence, mais à l'échelle cosmique elle-même. L'univers n'est pas éternel dans sa forme actuelle. Il évolue, il change, il vieillit. Et un jour, dans un futur si lointain que nos esprits ne peuvent pas vraiment le concevoir, il cessera de supporter quoi que ce soit de reconnaissable comme existence. Certains trouvent cette perspective déprimante. Si tout est voué à disparaître, à quoi bon ? Si même les plus grandes réalisations d'une civilisation seront un jour effacées sans laisser de traces, pourquoi faire l'effort ? Mais d'autres y trouvent une forme de libération. Si rien n'est permanent, alors l'importance de ce que nous faisons ne peut pas dépendre de sa durée. Elle doit résider ailleurs, dans l'expérience elle-même, dans les connexions que nous créons, dans la beauté que nous percevons, dans les questions que nous posons. Le sens n'a pas besoin d'être éternel pour être réel. Et peut-être que ce n'est pas la fin de l'histoire. Peut-être que l'univers que nous connaissons n'est qu'un chapitre d'une saga bien plus vaste. Certaines théories cosmologiques suggèrent que notre univers pourrait être cyclique, traversant des phases d'expansion et de contraction, de mort et de renaissance. D'autres proposent que de nouveaux univers pourraient naître de l'intérieur des trous noirs ou de fluctuations quantiques dans le vide apparent de l'espace. Ces idées restent hautement spéculatives. Nous n'avons aucun moyen de les tester avec les technologies actuelles. Mais elles nous rappellent
que notre compréhension du cosmos est encore incomplète. Il y a peut-être des chapitres de l'histoire cosmique que nous n'avons pas encore découverts, des possibilités que nous n'avons pas encore imaginées. Et c'est peut-être là le mystère le plus profond de tous. Non pas les phénomènes spécifiques que nous avons explorés. L'expansion supraluminique, l'intrication quantique, les cataclysmes stellaires, mais la question de savoir pourquoi l'univers existe plutôt que rien. Pourquoi y a-t-il quelque chose ? Cette question dépasse la physique. Elle touche à la philosophie, à la métaphysique, à ce que certains appelleraient le mystère ultime. La science peut nous dire comment l'univers fonctionne, quelles sont ses lois, comment il a évolué depuis le Big Bang. Mais elle ne peut pas nous dire pourquoi ces lois existent plutôt que d'autres. Pourquoi il y a un univers du tout. Certains acceptent cette question comme n'ayant pas de réponse ou comme n'ayant pas de sens. D'autres y voient nos deux l'indice d'une réalité plus profonde, d'un fondement que la science ne peut pas atteindre. D'autres encore continuent de chercher, espérant qu'une théorie du tout pourra un jour expliquer non seulement comment l'univers fonctionne, mais pourquoi il est tel qu'il est. Dans l'obscurité de cette nuit, alors que tu écoutes ces mots, des photons voyagent vers toi depuis les confins de l'univers observable. Chacun porte une parcelle d'informations sur son origine lointaine. Et quelque part, au-delà de notre horizon, des régions du cosmos disparaissent pour toujours de notre vue, emportées par une expansion que rien ne peut rattraper. Nous sommes des créatures d'un instant, existant pendant un battement de cils, cosmique, sur une petite planète autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie parmi des milliards. Et pourtant, nous avons découvert des vérités sur l'univers qui auraient stupéfié nos ancêtres. Nous avons mesuré la courbure de l'espace-temps, détecté les échos du Big Bang, compté les galaxies jusqu'aux limites de l'observable. Cette capacité à comprendre, à questionner, à s'émerveiller est peut-être la chose la plus remarquable de l'univers connu. Car autant que nous sachions, nous sommes les seuls êtres à le faire, les seuls yeux à travers lesquels le cosmos se contemple lui-même. Ou peut-être pas. Peut-être que là-bas, dans ces galaxies que nous ne visiterons jamais, d'autres consciences contemplent le même mystère. D'autres esprits se demandent s'ils sont seuls. D'autres voix posent les mêmes questions dans des langages que nous ne comprendrons jamais. Et la lumière voyage entre nous tous, porteuse de messages que nous n'entendrons peut-être jamais, connectant des mondes que nous ne rencontrerons peut-être jamais, tissant une toile invisible à travers le cosmos silencieux. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers les mystères de la vitesse cosmique. Une odyssée qui nous a emmenés des confins de l'univers observable jusqu'aux profondeurs de l'atome. Des explosions les plus violentes aux questions les plus intimes sur notre place dans le cosmos. Et maintenant, il est temps de rassembler les fils de cette tapisserie, de contempler l'image complète qui émerge de toutes ces découvertes. Nous avons commencé par une révélation troublante. La limite de la vitesse de la lumière, cette barrière que nous croyons absolue et infranchissable, n'est pas ce qu'elle semble être. L'espace lui-même s'étire à des vitesses qui dépassent largement celles de la lumière, emportant des galaxies entières hors de notre portée pour l'éternité. Chaque seconde qui passe, des régions du cosmos franchissent notre horizon cosmologique, disparaissant à jamais de notre univers observable. Ce n'est pas une violation des lois de la physique, c'est une subtilité que ces lois permettent, une faille dans ce que nous croyons être un mur impénétrable. La relativité d'Einstein ne dit pas que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Elle dit que rien ne peut voyager à travers l'espace plus vite que la lumière. Mais l'espace lui-même n'est pas soumis à cette contrainte. Il peut s'étirer, se contracter, onduler à n'importe quelle vitesse. Et il le fait constamment, à une échelle qui dépasse notre perception quotidienne. Cette découverte transforme notre compréhension du cosmos. L'univers observable, aussi vaste soit-il, avec ses 2000 milliards de galaxies et ses milliards de planètes, n'est qu'une bulle finie dans une réalité potentiellement infinie. Au-delà de notre horizon, des structures inimaginables existent peut-être, des régions où les lois de la physique pourraient être différentes, des domaines que nous ne pourrons jamais sonder, jamais explorer, jamais même détecter. Nous avons ensuite plongé dans le monde étrange de la mécanique quantique, où les règles ordinaires de la réalité semblent suspendues. L'intrication quantique
connecte des particules séparées par des distances arbitraires, créant des corrélations instantanées qui défient toute notre conception de l'espace et de la causalité. Einstein lui-même refusait d'accepter ce phénomène, le qualifiant d'action fantomatique à distance. Mais les expériences ont tranché. L'intrication est réelle, et elle nous suggère que la séparation spatiale elle-même pourrait n'être qu'une illusion, une propriété émergente d'une réalité sous-jacente bien plus étrange. Cette connexion mystérieuse entre particules intriquées nous offre un aperçu d'un niveau de réalité que nous commençons à peine à entrevoir. Peut-être que l'espace-temps lui-même est tissé à partir d'intrications quantiques, comme le suggèrent certains théoriciens. Peut-être que ce que nous percevons comme distance et séparation n'est qu'une approximation grossière d'une structure fondamentale où tout est connecté à tout. Nous avons également exploré les phénomènes où des vitesses apparemment supraluminiques se manifestent dans notre univers. Le rayonnement Cherenkov, cette lueur bleutée produite quand des particules dépassent la vitesse de la lumière dans un milieu comme l'eau. Les mouvements apparemment supraluminiques des jets relativistes éjectés par les trous noirs et les quasars. L'effet tunnel quantique et ses implications temporelles déconcertantes. Chacun de ces phénomènes nous rappelle que la vitesse de la lumière est une limite plus nuancée que ne le suggèrent les formulations simplistes. Puis nous avons été témoins de la violence cosmique dans toute sa splendeur terrifiante. Les sursauts gamma, ces explosions d'une puissance inimaginable qui peuvent libérer en quelques secondes plus d'énergie que le Soleil n'en produira en 10 milliards d'années. Les magnétars, ces étoiles à neutrons au champ magnétique si intense qu'ils peuvent affecter notre planète depuis l'autre côté de la galaxie. Les rayons cosmiques de ultra haute énergie, ces particules individuelles portant l'énergie d'une balle de baseball, propulsées à des vitesses si proches de celles de la lumière que la différence est à peine mesurable. Ces phénomènes nous ont rappelé que l'univers n'est pas un endroit paisible, c'est une arène où des forces titanesques s'affrontent constamment, où des énergies incompréhensibles sont libérées dans des cataclysmes qui façonnent la structure même du cosmos. Et ces forces voyagent vers nous à la vitesse de la lumière, invisibles et indétectables jusqu'au moment où elles arrivent. Nous avons réfléchi à ce que tout cela signifie pour notre espèce. Notre isolement dans un univers où les distances sont mesurées en années-lumière et où la communication avec d'autres civilisations potentielles prendrait des millénaires ou des millions d'années. Le paradoxe de Fermi et ses implications troublantes sur la rareté ou la fragilité de la vie intelligente. Les défis apparemment insurmontables du voyage interstellaire et les solutions spéculatives, trous de verre, propulsion alcubière, qui restent pour l'instant dans le domaine de la théorie pure. Et nous avons contemplé le destin ultime de l'univers lui-même, l'expansion accélérée qui éloignera les galaxies les unes des autres jusqu'à ce que chaque civilisation soit seule dans son îlot cosmique, l'extinction progressive des étoiles sur des milliers de milliards d'années, l'évaporation lente des trous noirs sur des durées si longues que les chiffres perdent tout sens, et finalement, la mort thermique, cet état d'équilibre ultime où plus rien ne peut se produire, où l'entropie a atteint son maximum, où l'univers existe toujours mais ne vit plus. Toutes ces découvertes convergent vers une vérité centrale, à la fois humiliante et exaltante. Nous sommes des créatures éphémères dans un cosmos d'une vastitude inconcevable, soumises à des forces qui nous dépassent infiniment, incapables d'échapper aux contraintes fondamentales imposées par la structure même de la réalité. Et pourtant, nous avons réussi à comprendre une partie de tout cela. À travers la science, les mathématiques, l'observation patiente et la réflexion profonde, nous avons percé quelques-uns des secrets de l'univers. Cette capacité à comprendre est peut-être notre plus grand miracle. Des créatures faites de carbone et d'eau, évoluées pour survivre dans les savanes africaines, ont réussi à déchiffrer les équations qui gouvernent les étoiles, à mesurer la courbure de l'espace-temps, à reconstruire l'histoire du cosmos depuis sa naissance il y a 13,8 milliards d'années. Rien dans notre évolution ne nous préparait à cela. Et pourtant, nous l'avons fait. La vitesse de la lumière elle-même est devenue pour nous un symbole de cette tension entre nos capacités et nos limites. D'un côté, elle représente une barrière apparemment infranchissable, une prison cosmique qui nous confine dans un minuscule volume de l'univers. De l'autre, elle est le canal
par lequel nous recevons toutes nos informations sur le cosmos lointain. Le messager qui nous apporte les échos du Big Bang et la lumière des galaxies les plus anciennes. Chaque photon qui atteint nos yeux ou nos télescopes est un voyageur temporel. La lumière du Soleil que tu vois en ce moment a quitté sa surface il y a 8 minutes. La lumière de Proxima Centauri a voyagé pendant 4 ans. La lumière des galaxies les plus lointaines de l'univers observable a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années, nous montrant ces objets tels qu'ils étaient quand l'univers était jeune et que la Terre n'existait pas encore. Regarder le ciel nocturne, c'est regarder le passé. Chaque étoile que tu vois est une fenêtre sur une époque différente. Le présent cosmique, ce qui se passe réellement en ce moment dans les galaxies lointaines, nous est à jamais inaccessible. Nous ne voyons que ce qui était, jamais ce qui est. Cette réalité a des implications philosophiques profondes. Elle suggère que le concept même de maintenant pourrait n'avoir de sens que localement. Dans un univers où l'information ne peut pas voyager plus vite que la lumière, il n'existe pas de moment présent universel. Ce qui est simultané pour un observateur ne l'est pas pour un autre. Le temps lui-même devient relatif, dépendant de la position et du mouvement de celui qu'il mesure. Cette dissolution du temps absolu est l'une des leçons les plus troublantes de la relativité. Nous vivons intuitivement dans un monde où le passé est fixe, le futur est ouvert, et le présent est un moment unique partagé par tous. Mais la physique nous dit que cette intuition est fausse. Le temps est tissé avec l'espace dans une structure à 4 dimensions, où les distinctions entre passé, présent et futur sont moins nettes qu'elles ne le semblent. Certains physiciens et philosophes ont tiré de ces observations des conclusions radicales. Si le passé et le futur existent aussi réellement que le présent, alors tout est déjà déterminé, figé dans le bloc de l'espace-temps, comme les images d'un film qui n'attend que d'être projeté. D'autres résistent à cette conclusion, soulignant que la mécanique quantique introduit un élément d'indétermination fondamentale qui pourrait préserver notre sens du libre arbitre et de l'ouverture du futur. Ces débats ne sont pas résolus. Ils font partie des grandes questions ouvertes de la physique et de la philosophie contemporaine. Et ils illustrent à quel point les mystères que nous avons explorés cette nuit touchent au fondement même de notre compréhension de la réalité. Mais au-delà de ces questions abstraites, il y a quelque chose de plus personnel, de plus intime, qui émerge de notre contemplation du cosmos. Nous sommes petits. Cette vérité est indéniable. Face à l'immensité de l'univers, face aux durées cosmiques, face aux énergies titanesques qui façonnent les galaxies, nous sommes des créatures d'une fragilité presque comique. Une éruption solaire un peu trop puissante, un astéroïde mal placé, un sursaut gamma dirigé vers nous. Et tout ce que nous avons construit, tout ce que nous sommes, pourrait être balayé en un instant. Et pourtant, notre petitesse même est ce qui rend notre existence remarquable. Dans un univers dominé par le vide, par les distances immenses, par les processus aveugles de la physique, nous sommes une anomalie extraordinaire. Des arrangements de matière capables de se contempler eux-mêmes, de poser des questions sur leur origine, de ressentir de l'émerveillement devant la beauté du cosmos. L'univers n'a pas besoin de nous pour exister. Il continuerait son expansion, ses explosions stellaires, ses densités gravitationnelles, même si aucune conscience n'était là pour les observer. Mais sans nous, ou sans des êtres comme nous quelque part dans l'immensité, l'univers ne saurait pas qu'il existe. Il serait un spectacle sans spectateur, une histoire sans narrateur, une question sans personne pour la poser. Peut-être que c'est là notre rôle dans le grand schéma des choses. Non pas d'être important en termes de taille, ou de puissance, ou de durée, mais d'être les témoins conscients d'un cosmos qui, sans nous, serait aveugle à sa propre magnificence. Cette perspective ne résout pas les mystères que nous avons explorés. Elle n'explique pas pourquoi l'espace s'étire plus vite que la lumière. Pourquoi les particules intriquées semblent connectées à travers l'espace. Pourquoi l'univers existe plutôt que rien. Mais elle donne à ces mystères une dimension humaine, une résonance qui dépasse la simple curiosité scientifique. Car au final, toutes nos questions sur l'univers sont aussi des questions sur nous-mêmes. Quand nous demandons d'où vient le cosmos, nous demandons d'où nous venons. Quand nous nous interrogeons sur le destin de l'univers, nous nous interrogeons sur notre propre mortalité. Quand nous cherchons d'autres intelligences dans le cosmos,
Nous cherchons à savoir si notre conscience est un accident cosmique ou une propriété fondamentale de la réalité. La vitesse de la lumière, cette constante qui a été le fil conducteur de notre voyage, est plus qu'une simple limite physique. C'est un rappel constant de notre condition. Nous sommes des êtres finis, confinés dans un espace limité, existant pendant un temps limité, capables de percevoir seulement une fraction infime de tout ce qui existe. Et pourtant, à travers la science, l'imagination et la réflexion, nous pouvons transcender ces limites, au moins intellectuellement. Nous pouvons penser l'infini même si nous ne pouvons pas l'atteindre. Nous pouvons comprendre l'éternité même si nous ne pouvons pas y participer. Cette nuit, alors que tu t'apprêtes peut-être à glisser vers le sommeil, je t'invite à garder avec toi une image, celle de l'univers tel qu'il est vraiment. Non pas le dôme confortable du ciel nocturne avec ses étoiles familières, mais l'immensité vertigineuse de milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, dispersées à travers un espace qui s'étend au-delà de toute imagination, séparées par des distances que la lumière met des millions d'années à parcourir. Dans cette immensité, quelque part, tu existes. Un arrangement improbable de quelques dizaines de kilogrammes de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'autres éléments. Tous forgés dans le cœur des étoiles mortes il y a des milliards d'années. Pendant quelques décennies, cet arrangement a la capacité extraordinaire de penser, de ressentir, de se demander pourquoi il existe et ce que tout cela signifie. Et au-delà de ton horizon cosmologique, des régions de l'univers que tu ne verras jamais continuent leur existence, indifférentes qu'à ton regard, emportées par une expansion que rien ne peut rattraper. Des galaxies naissent et meurent dans ces régions inaccessibles. Des étoiles explosent en supernovas magnifiques que personne dans notre univers observable ne verra jamais. Peut-être que des civilisations y fleurissent, se posant les mêmes questions que nous, aussi isolées dans leur bulle cosmique que nous le sommes dans la nôtre. La lumière qui nous connecte tous, qui porte les messages du cosmos à travers les gouffres de l'espace et du temps, est à la fois notre fenêtre sur l'univers et le rappel de nos limites. Elle nous montre tout ce que nous pouvons voir, mais elle nous rappelle aussi que nous ne pouvons voir que ce qu'elle nous apporte. Au-delà de sa portée, un mystère infini nous attend, peut-être pour toujours. Mais peut-être que ce mystère est précisément ce qui donne de la valeur à notre quête. Si nous connaissions toutes les réponses, si le cosmos était entièrement transparent à notre compréhension, quelque chose de précieux serait perdu. C'est l'inconnu qui nous pousse à chercher, le mystère qui nourrit notre émerveillement, les questions sans réponse qui donnent à notre existence sa saveur particulière. Alors, cette nuit, en contemplant les étoiles à travers tes paupières qui s'alourdissent, souviens-toi que tu fais partie de tout cela, non pas comme un spectateur extérieur, mais comme une expression momentanée de l'univers lui-même. Les atomes qui te composent étaient autrefois dans des étoiles. Un jour, ils retourneront au cosmos, peut-être pour faire partie d'autres étoiles, d'autres planètes, d'autres formes de vie. La vitesse de la lumière continuera de gouverner le cosmos longtemps après que notre espèce aura disparu. L'expansion de l'univers continuera d'éloigner les galaxies les unes des autres. Les mystères que nous avons à peine effleurés resteront, attendant peut-être d'autres intelligences, dans d'autres époques, pour les explorer à leur tour. Et quelque part, dans l'immensité silencieuse, la lumière voyage, portant les messages d'étoiles mortes depuis des milliards d'années, connectant des mondes séparés par des abîmes infranchissables, tissant une toile invisible à travers le cosmos. Une toile dont chaque fil est un photon, chaque nœud une rencontre entre la lumière et la matière. Tu fais partie de cette toile. Pendant un bref instant, tu es un point où la lumière s'arrête, où l'information devient conscience, où l'univers se contemple lui-même. Et quand tu fermeras les yeux cette nuit, quand tes pensées dériveront vers le sommeil, l'univers continuera son expansion silencieuse, indifférent mais non moins magnifique. Bonne nuit, voyageur cosmique, que tes rêves t'emportent vers des horizons que la lumière elle-même ne peut pas atteindre.